Bonjour à tous et à toutes, c'est Alexandra, j'espère que vous allez bien. Après une petite parenthèse, une petite comptine poétique, mais aussi sarcastique, euh, dans l'esprit d'un pamphlet, vous l'avez bien apprécié, d'accord, donc on en fera d'autres. Aujourd'hui, une vidéo malheureusement très grave, car nous allons parler de cette loi de l'euthanasie qui a été ratifiée en première lecture par l'Assemblée nationale. Alors, cette société, ces gouvernements, ces politiques à la solde d'une certaine franc-maçonnerie et d'un certain Grand Orient, qui cultive la compromission avec beaucoup de députés, continuent à s'attaquer à ce qu'il y a de plus sacré dans l'existence, c'est-à-dire la vie. La vie que nous donne Dieu. Donc, moi, en tant que catholique, chrétienne et en tant même que citoyenne, je ne suis pas du tout d'accord. Nous allons y revenir si vous voulez bien. Avant, je vais faire un petit retour en arrière sur 2 vidéos où j'expliquais qu'un homme d'État, un homme politique, était rappelé pour une instruction par la cour criminelle dans une affaire assez sensible qui le concerne. C'était uniquement une information factuelle, car je sais que cet homme politique a beaucoup d'électeurs et c'est quelqu'un qui est qualiteux, qui fait des analyses très fines de la société actuelle et qui peut amener de vraies solutions. C'est d'autant plus dommageable que ce monsieur soit confronté à de nouveaux problèmes de justice. Néanmoins, ça n'est pas à moi de m'en mêler ou de commenter le fond de l'affaire. Je ne suis pas magistrate et ça ne me regarde pas. La seule chose que je peux dire, c'est que le meilleur moyen de ne pas être convoqué par le procureur de la République dans une instruction correctionnelle, c'est de ne pas faire ou d'avoir des agissements qui soient dès lors délictuels ou, je dirais, répréhensibles. Donc je souhaite à M. Asselineau, puisqu'il s'agit de lui, de pouvoir faire la clarté, se défendre, proposer réparation si c'est nécessaire, et en tout cas revenir très vite à la vie politique pour amener sa compétence pour redresser notre pays qui en a bien besoin. Voilà ce que je voulais vous dire. Je peux aussi que signaler qu'il y a quand même une justice à plusieurs vitesses et un paradoxe d'inéquité de jugement parce que d'un côté, on rappelle ce monsieur dans les starting blocks de la justice pour une affaire qui, je le répète, ne me concerne pas, mais d'un autre côté, on relaxe des prédateurs sexuels, des hommes dangereux qui ont attouché, maltraité et fait preuve d'obscénité sur des jeunes enfants. On les relâche alors qu'ils vont de toute façon récidiver ou être mutés ailleurs et vont recommencer. On admet qu'à côté du président de la République, il y ait une pédocriminelle qui est identifiée et qualifiée. Les faits ne sont pas discutables. Je n'entends plus beaucoup parler de l'affaire Epstein, Bruel, Lang, etc. Toutes ces personnes qui ont fait des abominations sous couvert d'une pseudo impunité publique, d'hommes publics, et des gens qui étaient très proches du plus grand réseau de traite humaine que dirigeait Epstein. Donc, je répète, il y a 2 poids 2 mesures et je ne suis pas du tout d'accord avec cet état de fait. Alors, aujourd'hui, nous allons parler très tristement de ce qu'il s'est passé hier à l'Assemblée nationale. L'Assemblée a ratifié en première lecture un texte de loi qui propose l'euthanasie, c'est-à-dire la mort comme une solution ou un soin à la vieillesse, à des pathologies lourdes, à des personnes avec des handicaps ou des personnes profondément misérables. Je ne suis pas du tout d'accord. Nous recevons la vie par la création, c'est pas à nous de décider quand et où on doit l'ôter à quelqu'un, pas du tout. Par contre, nous avons tous et toutes un devoir qui est d'aider les générations aînées, les générations supérieures à partir dans la dignité et l'apaisement et de façon solidaire se donner la main pour aider les autres êtres humains qui en ont bien besoin. Je vais vous expliquer. Paradoxe et paradoxe. Je demande depuis 30 ans
le rétablissement de la peine capitale pour les bourreaux d'enfants, les assassins, les barbares, qui saccagent de façon violente la vie des autres, d'être incapables de se défendre. On me refuse. Et par contre, je vois qu'on organise la mort de toutes sortes de personnes qui finalement vivent jusqu'au bout leur existence. Vieillir, ça n'est pas une pathologie, c'est un état parfaitement naturel. Malheureusement, quand on vieillit, on peut contracter des pathologies lourdes, avoir des déficiences organiques, des déficiences psychologiques, on peut naître avec un handicap, on peut aussi, je dirais, avoir des périodes de la vie où on est un peu plus dans la précarité. C'est pas pour cela qu'il faut nous exterminer, pas du tout. Donc, déjà, on a posé un petit peu le débat. Vous savez, je me suis occupé de personnes âgées en soins palliatifs. Pour l'instant, je n'ai plus de demande, mais si j'en ai une, je dirais oui. Je fais une personne par une personne, bien sûr. Quand vous arrivez chez une dame, je ne m'occupe que de dames, et que cette dame est dans une solitude psychologique absolument globale, et que ses propres enfants lui font sentir qu'elle est un fardeau, qu'elle est non productive et qu'ils n'ont pas le temps de s'occuper d'elle. Comment voulez-vous que cette personne ait envie de vivre? La première chose que me disait cette dame, ma grande, promets-moi que tu ne me laisseras pas. Je disais, mais non maman, je ne vous laisserai pas, je suis là pour m'occuper de vous, nous le ferons jusqu'au bout. Mais elle n'arrivait pas à dire ces mots à ses propres enfants parce que elle n'avait pas envie de supplier la chair de sa chair, des enfants qu'elle avait mis au monde, à qui elle avait dédié son existence, de bien vouloir lui rendre l'appareil, de l'aimer, de s'occuper d'elle jusqu'au bout. C'était, je dirais, une torture psychologique d'imaginer que ses enfants la laissaient de côté au moment où elle en avait le plus besoin. Ça brisait tout sentiment d'amour mutuel, d'échange d'amour avec ses propres enfants. Donc je veux dire, dès l'instant où moi je me mettais à m'occuper de ces dames, elles avaient envie de vivre. Avec 1000 guillemets, elles n'étaient plus autonomes, elles n'étaient pas indépendantes. Il y a toutes sortes de gestes du quotidien qui pour nous sont faciles, qui pour elles étaient impossibles. Mais dès l'instant où elles étaient entourées d'affection, de tendresse, elles avaient envie de vivre et d'être à nouveau heureuses avec ceux qu'elles aiment. Voilà, donc je voulais vous le dire. Donc moi je suis pour l'organisation fine et développée des soins palliatifs pour que toute personne puisse finir sa vie sans souffrir dans les meilleures conditions. Un jour, chacun et chacune de nous sera malheureusement obligé, parce que c'est comme ça que ça se passe, de se confronter à la grande échéance et à savoir partir. Et il y a un travail spirituel qui est très important. J'ai remarqué qu'avant chaque départ, les personnes en fin de vie avaient le besoin de rouvrir le livre de leur existence et peut-être d'évoquer avec des personnes amicales à côté d'elles, en tout cas des personnes, je dirais, confidentes, d'évoquer des passages de leur vie où elles n'avaient peut-être pas su à l'époque prendre des bonnes décisions, elles étaient trop jeunes, elles n'avaient pas les armes pour. Et mon travail à moi, c'était de retrouver avec elles des solutions acceptables ou mettre des mots sur des émotions qui les avaient fait probablement souffrir. Et ce n'est qu'à ce titre-là qu'elles pouvaient partir dans la dignité et l'apaisement. Très important de le comprendre. Donc, bien sûr, que les soins palliatifs sont d'une importance capitale. Et c'est un devoir, je répète, qui nous incombe, même à nous, enfants, de nous occuper de notre père, de notre mère, de notre grand-mère, de notre grand-père, jusqu'au bout. Même si on doit remettre en cause notre petit confort personnel, ça n'est pas grave. C'est un devoir. C'est ce que j'expliquais à beaucoup d'enfants dont la maman était en fin de vie et que ce serait très difficile après de faire le deuil et de se regarder dans une glace si on n'avait pas assumé ses responsabilités. Si vous le voulez, revenons à cette espèce de tentative absolument grossière et violente de s'attaquer à toutes les formes de la vie. On voit par exemple les avortements qui explosent. Il n'est pas question de remettre en cause le droit d'une femme à disposer d'elle-même, mais j'ai rencontré beaucoup de femmes
qui étaient dans la précarité, qui déclenchaient des grossesses, après des agressions, des femmes dans la détresse. Toutes n'avaient pas envie d'avorter, mais elles n'avaient pas vraiment le choix, parce qu'elles n'étaient pas entourées au niveau alimentaire, économique, et elles n'avaient pas de soutien psychologique, et elles avaient surtout une condamnation assez importante morale de la société. Donc elles préféraient régler le problème comme ça. Mais moi je dis, il faut tout faire pour aider une femme qui a conçu, pour qu'elle puisse faire ses choix, je dirais, de façon apaisée. Ensuite, si elle ne veut pas garder son bébé, c'est elle qui est la seule décisionnaire. Je tiens aussi à souligner l'hypocrisie des hommes. Un bébé ne se fait pas tout seul, il se fait entre une femme et un homme. Et les hommes ont une immense responsabilité, mais bien souvent, ils laissent les femmes face à cette échéance difficile, traumatique, et ils s'en vont de leur côté. Donc je ne suis pas d'accord avec ça non plus. Et je dis que hommes et femmes, nous devons tous et toutes être responsables de notre sexualité et faire attention, si l'on ne veut pas concevoir, à prendre les précautions d'usage. Et que si une femme est embarrassée, l'homme doit l'aider à surmonter cette épreuve, je dirais le mieux possible. Donc il n'y a pas d'avortement de confort. Un avortement, c'est toujours des séquelles traumatiques existentielles pour une femme. Il faut bien comprendre. Ensuite, vous avez les attaques contre l'enfance. La pédocriminalité, la traite des enfants, la marchandisation des enfants n'a jamais été aussi importante partout dans le monde. On va même dans les écoles, je dirais, porter atteinte, organiser, je dirais, des atteintes visuelles et auditives, des attentats à la pudeur, comme je dis, auditifs et visuels, aux enfants en bas âge, en leur parlant de toutes sortes de propos adultes qui ne les concernent pas. C'est traumatique, c'est grave, c'est très insidieux. On cherche quelque part à faire accepter une certaine forme de pédophilie. Quand on explique aux enfants que oui, ben, ils ont une sexualité, et que oui, ils peuvent avoir des désirs, et que oui, ils peuvent avoir des désirs pour une personne plus âgée, et qu'ils peuvent choisir leur sexe. Alors, tout ça, non. Tout cela, c'est faux. Un enfant n'est pas concerné par la sexualité. Un enfant le sera bien après, quand il aura passé son adolescence, sa puberté. La sexualité, le principe de la sexualité, c'est de diriger un désir soi-même vers quelqu'un d'autre. Aucun enfant ne fait ça. L'enfant va découvrir son corps lui-même, mais certainement pas agir comme une personne adulte. Donc arrêtons de saccager des générations entières et de jeunes en leur laissant sous-entendre des choses qui n'existent pas. Quant au genre, il y a le genre masculin et féminin, sauf dans des cas extrêmement rares comme le mien, où on est né avec une pathologie lourde, une erreur génétique de conception qu'on doit rectifier. Un garçon est voué à devenir un homme et une jeune fille à devenir une femme. Et c'est très bien comme ça. Il faut redonner les lettres de noblesse aux femmes et aux hommes. Et puis bien sûr, il y a cette atteinte aussi, donc par le biais de l'euthanasie, contre les personnes en fin d'existence. Nous venons d'en parler. Il existe depuis la nuit des temps la sédation. La sédation, c'est quand une personne demande à partir sans souffrir. Et les services médicaux sont là pour justement répondre à cette demande qu'elle aurait dû contracter quand elle était consciente, avant bien sûr de déclencher la pathologie. Donc il faut penser à ça aussi. Mais l'euthanasie, ça voudrait dire qu'on tue une personne parce qu'on refuse quelque part de la soigner ou on estime que la personne n'en vaut pas la peine, etc. C'est extrêmement grave parce que les dérives vont être multiples et derrière ça, il va y avoir des marchandisations d'organes. Bref, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi et au saccage de l'humanité. Voilà. Alors, pour finir cette vidéo, je voulais pointer du doigt tous les députés qui ont accepté la compromission et de ne pas prendre leur courage à deux mains, y compris pour faire face à leur propre parti politique, ont accepté la compromission avec cette franc-maçonnerie sous-jacente qui veut diriger le monde à leur place. Et je crois que quand il y aura de prochaines élections législatives, il faudra faire, ou présidentielles, il faudra faire très attention dans les listes à ce que les personnes qui ont joué ce petit jeu-là et qui ont voté la loi sur l'euthanasie soient mises de côté. Car ces personnes-là, on ne peut pas leur faire confiance. Ce sont des personnes qui retournent leur veste, qui sont capables de vendre leur âme au diable pour tout et n'importe quoi. Donc rappelez-vous bien de ce que je vous ai dit. Tous les députés qui ont accepté de voter cette loi sont des personnes peu courageuses et dangereuses. Ils ne représentent pas le peuple. Un mot tendre pour
toutes les personnes catholiques, chrétiennes, toutes les associations magnifiques pour mon amie Virginie Tellem, Brigitte Barjot, qui ont fait tout et qui font toujours tout, Madame de la Rochère, pour préserver la vie sous toutes ses formes. Elles doivent être particulièrement tristes ce soir et affectées, même si elles ne se faisaient pas vraiment d'illusions, le combat continue. Moi à leur côté. Et j'ai voulu me penser, pour un homme politique que j'affectionne particulièrement, vous voyez, je suis capable de reconnaître aussi la qualité, c'est Nicolas Dupont-Aignan. J'ai écouté sa déclaration et j'ai été très ému. Voilà un homme qui est un vrai amoureux de la France, de notre civilisation, de nos traditions, un homme infiniment respectueux. Quand j'ai dit que les hommes politiques faisaient des bêtises, je ne pensais certainement pas à Nicolas, que j'ai encore vu l'autre fois à la soirée Profession Gendarme. Et j'ai trouvé son discours particulièrement touchant. J'imagine qu'il doit être offusqué, extrêmement triste, et surtout, il est dans un état de sidération de voir à quelle vitesse notre pays est en train de sombrer dans un gouffre. Et je pense que pour les prochaines élections présidentielles, il faut que tous ces hommes de qualité qui veulent proposer un contre-pouvoir, se mettent tous ensemble, excusez-moi, pour proposer une vraie liste qui soit là et qui fasse concurrence aux pseudo-listes officielles, gauche, droite, centre, etc. Je pense qu'il faut vraiment proposer quelque chose qui soit différent. Monsieur Dupont-Aignan, Monsieur De Villiers, Monsieur Asselineau, qui j'espère aura pu régler son problème en justice, Monsieur de Villepin, que je connais aussi, qui est un homme d'une grande intelligence. Bon, écoutez, sûrement d'autres. Moi, je ne suis pas politique. Hein. Je ne fais partie d'aucune couleur politique, pour des raisons que j'ai déjà expliquées. Et puis, il y a toutes sortes de personnes issues de milieux différents qui pourront être intégrées, je pense, à ces équipes et devront avoir une petite formation, parce qu'on ne peut pas non plus s'improviser homme ou femme politique. Mais j'ai grand espoir à ce que notre pays retrouve une légitimité, une souveraineté grâce à ces hommes de correction et de bien. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie. Ah, pour finir aussi, d'énoncer le discours absolument scandaleux du président de la République qui dit que la peine de mort n'a jamais été dissuasive. Si, bien sûr, c'est une épée de Damoclès au-dessus de la tête d'éventuels criminels. Et ce que je demande, moi, quand je demande le rétablissement de la peine capitale, ça n'est pas de la dissuasion, c'est de mettre hors d'état de nuire définitivement des prédateurs sexuels et des gens extrêmement dangereux qui ont ôté la vie à d'autres personnes. Il n'y a aucune raison de s'embêter avec ça. Il y a des milliers de personnes très bien. Quand une personne fait ce genre de choses, je crois qu'il faut s'en débarrasser. C'est tout ce que j'ai à dire, mais je le dis. Alexandra, je vous embrasse.